Bonsoir, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme maintenant pour veiller sur nos nuits blanches. L'antenne d'Europe 1 est à vous pendant 2 heures. Vous pouvez vous y exprimer en toute liberté et sans tabou pour partager avec nous des moments de votre vie. Alors si vous vous sentez en proie à des questions qui vous tourmentent ou confrontés à une situation que vous avez un peu de mal à appréhender, je vous invite à m'appeler au 39 21 et ensemble nous essaierons de prendre du recul pour tenter d'y voir plus clair. Et comme nous avançons ensemble, toutes vos opinions sont les bienvenues. Vous pouvez à tout moment intervenir au cours de l'émission en appelant le 39 21 pour dialoguer en direct avec un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez également nous écrire sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr ou nous envoyer un message au 7 21 21 code nuit. Ce soir, vous serez accueillis par Assiba et Clémence avec la complicité de Vivian Lecuivre qui réalise cette émission. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Maude. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Votre assistant nous a un petit peu parlé de... Oui, brièvement. Bon, j'ai du mal à rassembler un petit peu toute l'histoire, mais je vais essayer d'être concise. Alors, elle m'a dit, en fait, qu'il y a 5 ans, au cours d'un repas de famille, vous aviez, votre belle-sœur vous avez agressé verbalement, oui. Que depuis, vous ne l'aviez pas revue parce que ça avait été très dur pour vous. Oui. Et que vos enfants qui étaient à Paris ce week-end ont été invités au restaurant par une autre par une autre belle-sœur, et celle qui vous a agressé était avec eux. Et vous avez mal vécu le fait qu'il soit resté, qu'il n'ait pas quitté la table. Oui, c'est ça. Je me sens comme coupable, comme désavouée, et en même temps, je me dis que c'est pas tout à fait leur choix, puisqu'ils ont été invités, donc qu'ils avaient peut-être envie aussi de la revoir. Enfin, j'en suis pas très sûre, mais enfin, ils ont voulu aussi faire plaisir à l'autre belle-sœur, mais en même temps, ça ravive. Je me demande si, par rapport à moi et à la souffrance que ça m'a apporté pendant plusieurs années, puisque ça va faire à peu près 5 ans que je m'en remets difficilement. Je me sens un peu trahie à nouveau, et bon, est-ce que je m'en veux aussi un petit peu de leur en vouloir, quoi. Parce qu'ils sont adultes maintenant, mais j'aurais préféré que le choix se fasse plus spontanément de leur part, et qu'ils refusent cette invitation ou qu'ils s'en aillent lorsqu'ils l'ont vu à table. Mais voilà, ça s'est pas fait comme ça, et depuis je me sens un peu trahie, à nouveau trahie, par eux cette fois. Mais est-ce que c'est pour ça que je veux votre avis, parce que je suis quelqu'un qui est très très sensible à cette situation, et ça montre que je ne sais pas ce que vous a dit cette belle-sœur, mais enfin que la blessure est profonde, pour que 5 ans après, ça ravive une telle douleur chez vous et un tel sentiment de trahison. Parce qu'en fait, je crois que la question n'est pas tant autour de vos enfants, Maude, puisque au fond, vous semblez le dire, vous auriez
aimait peut-être qu'il quitte la table, c'est-à-dire qu'il, comme s'il il prenait votre parti. Enfin, Oui, c'est insupportable pour Ouais. vous qu'il se retrouve en face de cette femme. Ouais. Peut-être que vous le vivez un peu comme un désaveu de leur part, alors qu'il ne s'agit Voilà. pas de cela. Exactement. D'après ce que je comprends, ils sont invités par de leur tante, puisqu'il s'agit de tante pour eux, par alliance donc. Oui. Bon, enfin de tante, hein. Et puis là, dans ce dîner, arrive cette belle-sœur avec laquelle vous êtes en conflit. Bon, mais il y avait aussi les cousins, il y avait voilà, et c'est-à-dire c'était pas une invitation faite par cette fameuse belle-sœur où ils auraient été en tête-à-tête avec elle. Voilà, exactement. Donc c'était pas, voyez, c'est là où là ça aurait été plus délicat vis-à-vis de vous, ou indélicat d'ailleurs. Mais c'était pas contre vous, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans un lieu public, au restaurant, avec une de leurs tantes, avec qui vous n'êtes pas en conflit, des cousins, des cousines, et puis peut-être que même, allez savoir, dans cette soirée, il n'y a pas eu tellement de contact avec cette fameuse belle-sœur et vos enfants. Moi, j'ai pas eu beaucoup de nouvelles parce que ma fille ne m'a rien raconté. Mon fils m'a dit que ça lui avait fait plaisir et qu'elle était là. Et je me dis que par décence, elle aurait peut-être mieux fait de s'abstenir puisque les enfants ne l'avaient pas vu depuis 4-5 ans. Elle connaît aussi leur point de vue là-dessus, sur cette affaire. Mais bon, elle était là, de toute façon je m'en doutais un petit peu, mais ce que j'aurais tendance à reprocher à mes enfants, alors je ne sais pas comment, la soirée apparemment ça a dû bien se passer en gens quand même intelligents, je suppose, et surtout que le restaurant était le restaurant de son fils à elle, donc des cousins de mes enfants qu'ils n'avaient pas revus non plus, c'était une occasion en fait, mais bon, il y a d'autres lieux pour se rendre, pour avoir un rendez-vous aussi, c'est pas ce qui manque. Mais enfin, bon, voilà. Non, mais ça montre au-delà de ça que finalement, il y a quelque chose qui ne passe pas dans cette histoire, où vous avez été vraiment profondément blessée par ces paroles et profondément atteinte. Et ça, c'est embêtant pour vous. Oui, parce qu'elle n'a jamais non plus cherché à s'excuser, ou elle nous a fait comprendre que de toute façon, c'était pas important, on se voyait pas souvent, donc s'il y avait des excuses à faire, c'était plutôt pour faire plaisir aux beaux-parents que pour s'arranger véritablement. Donc comme je ne veux pas retomber entre ses pattes, je préfère m'abstenir de toute relation, quoi. Mais vous étiez proches auparavant? Oui, parce qu'en général, quand on est blessé comme ça, on est plus touché par des paroles de quelqu'un que l'on apprécie. Absolument, oui. Parce que quand ça vient de quelqu'un que l'on ne connaît pas, que l'on ne connaît pas bien, ou avec qui on n'a pas de lien très proche, après tout, ça glisse. Oui, bien sûr, mais oui, or là, pour que ça vous ait marqué comme ça, c'est... Je m'y attendais pas du tout, c'est-à-dire que je pensais pas qu'elle pouvait avoir des mots, une réaction si dure, si violente à mon égard, parce que on s'était pas disputé auparavant. J'étais pas bien, c'est vrai. J'ai un fils aîné qui est handicapé et ça passe mal, je crois, auprès de. Donc j'étais pas très bien. C'est vrai que on s'était un petit peu fâché avec mon mari. Il y a aussi de ma part. Je crois que je les embêtais. Je croyais qu'en famille, on pouvait résoudre certains problèmes. Enfin, on pouvait vous écouter. Mais je crois que la famille n'est pas toujours prête à ça, surtout quand il s'agit d'enfants handicapés et de plaintes, finalement, d'une personne rapportée. Moi, en l'occurrence, c'est pas pareil. Moi, je vois avec ma mère, on peut parler bien et sereinement de mon fils handicapé, donc qui est le frère des deux grands, qui est plus jeune, un peu plus jeune, qui a bientôt 18 ans, bien entendu, que ça passe aussi. Et mais je l'ai embêtée parce qu'elle était plutôt dans des projets de fête quelques mois plus tard, et j'ai mal pris l'âge qu'on ne s'occupe pas de moi finalement. Donc j'ai dit que c'était futile leur discours. J'étais en train de vivre avec mon fils, donc ça a été... j'embêtais tout le monde, voilà ce qu'on m'a répondu, puis après ça a dégénéré.
Voilà. C'est vrai qu'il vaut mieux se confier à un psy qu'à sa famille. Je crois que là-dessus, elle m'a peut-être rendu service. D'ailleurs, parce que maintenant, ça se passe différemment. Ça dépend. Évidemment, les deux démarches sont très différentes. Un psy, on peut tout dire, on peut aller très loin dans ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve, sans se censurer. En famille, c'est plus compliqué. Oui, je l'ai bien vu à mes dépens, oui. Parce que certains ont l'impression que, et notamment quand il y a un enfant handicapé, que ça peut mobiliser beaucoup l'attention de toute la famille. Et certains peuvent en tirer une espèce de de jalousie, ou comme vous dites, parfois ça peut être lourd. Voilà, là vous évoquez très rapidement, eux étaient dans des projets plus légers, néanmoins qui font partie de la vie aussi. Préparer les fêtes, préparer simplement à ce moment-là, vous étiez évidemment dans autre chose qui vous préoccupait beaucoup. Donc vous avez ramené sur la table ce qui vous préoccupait à ce moment-là, et chacune s'est sentie agressée finalement, pas pour les mêmes raisons, mais et pas comprise et pas entendue, comme si vous leur envoyiez, vous leur avez dit que c'était très futile, évidemment. Et vous voyez, donc il y a des points d'incompréhension, alors qu'évidemment, quand vous parlez dans le cabinet d'un psy, il est là tout entièrement tourné vers vous. Voilà. Il a ce temps à vous consacrer. Oui. Bon, maintenant, c'est dommage, oui, que vous soyez resté là-dessus, mais je comprends, en même temps, parce que ça porte sur un sujet qui est évidemment difficile et compliqué pour vous. Oui, et puis j'ai compris que finalement, cet handicap était mal vécu et qu'on ne le prendrait jamais, on s'en occuperait jamais. Enfin, il fallait surtout pas que je lui demande ça. Après est arrivé le fait de dire que je n'avais pas de relais, que j'étais fatiguée, ceci, cela, pour expliquer la raison pour laquelle je m'étais j'étais sortie de table par rapport à ces futilités. Et puis elle a très très mal pris tout ça. Et c'est là qu'après moi je me suis tue, parce que je m'attendais tellement pas à une réaction aussi violente, des mots très 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 durs. À votre encontre, à mon encontre, à l'encontre de votre fils? Non, à votre encontre. Mon fils, elle m'a dit de toute façon qu'elle ne s'en occuperait jamais. Je n'avais vraiment rien demandé, le relais dont je parlais, en général. Et puis ça a dégénéré violemment, quoi. Et je m'en remets difficilement. Oui. Et là, si vous voulez, moins on en parle, moins ça va. Mais là, ça m'est retombé un peu dessus. Oui, ça a ravivé, cette blessure. Oui. Et je ne sais pas si moins on en parle, ça va. C'est-à-dire qu'en même temps, oui, parce que on voit que oui et non. Puisque au fond, là, le fait que vos enfants aient revu leur tante, ça ressurgit de façon. Donc ça veut dire que la blessure, elle est vraiment toujours là. Oui, c'est bien ça. Et ça se comprend parce que c'est pas sur une broutille. Non. C'est-à-dire que ça vous a touché dans. Ça vous touche, vous, votre fils, dans quelque chose qui était lourd, où vous vous êtes sentie à ce moment-là incomprise, pas soutenue, pas assez soutenue, pas comme vous l'auriez voulu, en tout cas. J'attendais un petit peu d'aide, j'attendais pas d'agressivité. Et comment on réagit, puisque ça se passait dans un repas de famille, les autres personnes présentes? Est-ce qu'ils vous ont laissé... Elle est venue dans une pièce à part, et ça s'est passé finalement en dehors de la pièce principale où tout le monde était. Elle est venue m'agresser dans la cuisine où je me trouvais toute seule avec les petits. On préparait le repas du soir, je crois. Et elle hurlait de colère, quoi. Et en plus, mon environnement proche a pensé que c'était moi qui la rendait dans une fureur pareille. Or, j'étais tellement tétanisée que je disais rien. Mais elle partait en pleurant. Tout le monde, et je ne savais pas qu'elle pleurait en partant dans le salon.
Et moi, étant à la cuisine, je ne bougeais pas. J'étais vraiment scotchée, comme disent les jeunes aujourd'hui, parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc, personne n'a tellement cru que c'était elle qui m'agressait. On a pensé que c'était le contraire. Et, oui, c'est ça, il n'était pas témoin. Mon mari, au départ, non, voilà. Non. En même temps, je crois que... j'ai l'impression que pour qu'elle réagisse aussi vivement, elle aussi a dû se sentir agressée. Vous croyez ? Oui. Oui, peut-être. Ouais, pour que ça déborde autant. Ah oui. Il y a eu quelque chose... Parce que peut-être que justement, il y a eu... parce que au départ, ça arrive à tout le monde. Vous le dites, Maud, d'être fatigué, d'être en plus avec le fait de le quotidien avec un enfant handicapé, l'angoisse par rapport à l'avenir. Enfin, ça rajoute forcément beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et et là, on fait toujours belle figure. Voilà, bon. Et en plus, de toute façon, à tout moment, enfin, ça peut arriver déjà, en dehors de la question du handicap, de se sentir par moments en décalage avec les autres. Bien sûr, hein, Ou, comme vous dites, il y en a qui parlent de fêtes, d'organiser des choses, et puis soi-même, à l'intérieur, on se sent un peu triste, un peu isolé, seul. Bon. Et là, vous l'avez exprimé, ce que vous aviez sur le cœur. Et puis en renvoyant que elle, ce qu'elle vivait, c'était très futile. Mais comme ça portait sur un sujet quand même grave et difficile, ce que vous viviez en tant que maman avec votre fils handicapé, ça peut forcément celui qui reçoit ça, ou en l'occurrence celle qui reçoit ça, c'est culpabilisant. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. C'est un côté culpabilisant de se dire, oui, au fond. Ouais, moi je suis là, organiser tout ça, et puis Maud, elle a ça, et donc parfois quand on se sent coupable, on retourne l'agression contre l'autre. Oui, c'est pour ça que je dis, ça arrive à tout le monde d'être plus ou moins en forme, plus ou moins fatigué, et de se prendre la tête, sur des choses comme ça. Mais je pense pour qu'elle réagisse aussi fort, elle aussi a dû se sentir agressée. Donc c'est dommage qu'au fond, dans la mesure où vous aviez une plutôt bonne relation avant, ça soit resté là-dessus, cristallisé sur quelque chose comme ça, alors que ça aurait pu, voyez, avec un peu de parole, dire oui, j'étais fatiguée ce soir et ce jour-là, et il y a des moments où c'est comme ça, et où j'ai exprimé ce que j'avais sur le cœur, mais c'était pas vraiment contre toi non plus. J'aurais voulu que ça se passe comme ça. J'aurais voulu qu'on discute, mais devant une telle... je voyais de la haine dans ses yeux en même temps, donc j'ai même pas pu en placer une pour dire il y a malentendu, ou oui, c'est ça. Voilà, j'aurais voulu que ça se passe parce que en plus je n'étais pas chez moi, donc c'était hors de question que je fasse des histoires. Ça s'est passé chez mes beaux-parents, ça fait 30 ans que je connais mes beaux-parents, que j'adore. Je ne me serais jamais permis de faire une histoire comme ça, mais voilà, c'est vraiment... Elle a un enfant, elle a des enfants aussi. Oui, elle a des grands-enfants adultes maintenant. Elle a une dizaine d'années de plus que moi, donc... Et ses enfants ne nous ont jamais appelés, ne nous ont jamais essayé de nous voir ou de nous parler. Et les maris n'ont pas essayé, votre mari, le sien, n'ont pas essayé. Mais le mien m'a sorti de la cuisine en pensant que c'est moi qui fais des histoires, parce que comme il n'était pas très bien... Donc, parce qu'ils auraient pu faire les médiateurs un peu, dire allez, Maud était fatiguée, l'autre. Ils auraient pu jouer les rôles un peu de médiateurs, après dire et puis relancer une invitation. Les hommes n'aiment pas discuter, n'aiment pas parler. Et oui, mais c'est dommage parce que parfois, justement, dans ces cas-là, quand il y a comme ça des embrouilles, les hommes peuvent jouer un rôle de... Et oui, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très au courant, puisque ça se passait pas devant eux. Oui, mais enfin, même sans rentrer dans le fond de ce qui s'est dit, de dire voilà, Maud est
est assez fatigué en ce moment, c'est compliqué. Bon, allez, on va pas terminer la journée là-dessus. Allez, venez, leur relancer une petite invitation. Ça aurait dû, voyez, ne pas rester là-dessus, je trouve. Hein. Mais par rapport à la question que vous posiez au départ sur vos enfants, il y a déjà des messages qui arrivent avant qu'on accueille Agnès. Il y a Annie qui dit le handicap aussi. Il y a par rapport à dire on n'est pas aidé. Souvent dans les familles, elle dit le handicap, la maladie, ça fait peur aux autres. Il y a quand même encore ça. C'est vrai. Quelqu'un qui dit les histoires des parents ne sont pas celles des enfants. Il ne faut pas leur reprocher de voir leur tante parce qu'au fond ils n'y sont pour rien. Alors on voit aussi que ça concerne leurs frères, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Marinette dit, en famille, le jugement est facile. C'est vrai que ça part vite. Essayez de ne pas prendre cela trop à cœur. Tentez de faire preuve de détachement malgré votre déception. Ça, c'était avant que vous nous expliquiez. Je le lis quand même. Je vous le dis avant que vous rentriez dans les détails. Petite Plume dit, je vous comprends, mais en même temps, vos enfants peuvent peut-être avoir des relations autre avec votre belle-sœur. Ce n'est pas vous trahir, vous, en tant que tel. Et puis, Poupik dit il faut rassurer Maude en disant que handicapé ou pas, les gens s'entendent bien ou pas dans les familles. Et le handicap, de toute façon, n'est pas un frein à l'amour, dit Poupik. Et on va accueillir Agnès. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Oui, moi, ce qui me faisait intervenir, c'était vraiment le point de vue des enfants. Parce que, comme je disais à votre standardiste, il s'est trouvé dans la famille un gros clash. Mais pour faire court, il y a certaines personnes de la famille qui en ont envoyé d'autres devant le tribunal pour des histoires d'héritage. Ah oui. Oui, donc c'est quand même... Voilà, pour donner la gravité de la chose. Et en l'occurrence, c'était mes beaux-parents. Mais c'est vrai que nous, avec les enfants, déjà ma belle-mère, elle nous disait que nous, on n'avait pas à se fâcher avec ces personnes-là parce que c'était une histoire qui les regardait eux. Donc c'est vrai que nous, on a eu un petit peu de mal à pas prendre parti. Mais toujours est-il que nos enfants, c'est vrai qu'ils ont toujours été reçus dans la partie de la famille avec laquelle nous, on était fâchés. Et... je trouve que c'est vraiment une bonne chose pour les enfants, quoi, parce que ils savaient qu'il y avait des histoires, à la limite, mais en même temps, on n'a jamais raconté les choses, parce qu'on s'est dit que forcément, on la raconterait d'une manière subjective. Donc on a dit oui, effectivement, il y a des choses, mais à la limite, il se passe 2-3 petites choses, mais c'est pas, vous n'avez pas besoin de le savoir. Puis eux n'ont pas posé plus de questions. Mais ils ont toujours continué à aller voir toutes les parties de la famille, même avec lesquelles on était très, très, très fâchés. Et j'ai trouvé, c'est vrai qu'au début, je me suis demandé, mais en fait, j'ai très vite compris que pour eux, c'était important et qu'en même temps, ça faisait un lien. Ils ont continué à faire un pont, en fait, entre les deux parties de la famille. Oui, vous avez certainement raison. En tout cas, c'est une démarche plutôt intelligente de votre part aussi. Moi, elle me fait peur, quoi, parce que tant d'agressivité, de haine, j'ai peur qu'elle répercute à un moment donné sur les enfants ou d'autres membres de la famille. Oui, mais vous êtes resté à ce moment-là. Vous êtes resté sur cet instant-là. Donc elle a pu à ce moment-là aussi déborder, elle, dans sa colère. Ça peut arriver qu'il y ait un moment où elle s'est mise hors d'elle. Mais ça ne veut pas dire, là, elle a pu revoir vos enfants, même si vos enfants ne vous en ont pas parlé dans les détails parce qu'ils savent que c'est douloureux pour vous, donc c'est une façon de vous préserver. Apparemment, ça s'est plutôt bien passé. Oh, je pense, oui, je pense que oui. Moi, je crois que excusez-moi de... Non, je vous en prie, Agnès. Je crois que les enfants, c'est important qu'ils aient une histoire propre avec chaque membre de la famille, quoi. Je sais que même si nous on avait des griefs contre tel ou tel membre, on se disait que leur histoire avec eux n'avait pas à être polluée par nos histoires. Parce qu'ils vivent une histoire, en fait propre avec chaque membre de la famille, parce qu'ils font des choses ensemble, ils se voyaient régulièrement. En plus, c'est vrai que une partie de la famille avec laquelle on était très fâchés, il se trouve qu'ils ont une maison de campagne qui est à 500 mètres de la nôtre, donc
Mais même ils sont allés en voir, enfin il y en a d'autres qui sont, la famille elle est un petit peu éclatée géographiquement, ils ont toujours conservé des liens très forts et au bout d'un moment, parce que cette histoire elle est très vieille, on s'est aperçu que finalement ils avaient permis de faire le pont. Parce que même si mes beaux-parents sont toujours très fâchés de cette histoire et on peut les comprendre, cet été, les enfants ont réussi à faire un repas de famille avec tous les gens qui étaient fâchés. Oui, c'est bien. Ils ont organisé un barbecue. Je peux vous dire qu'au départ, il y a eu quand même des raclements de gorge et des choses qui ne sont pas passées. C'est une des rancunes tenaces aussi dont je fais partie. Et on avait chacun, parce qu'il y a des caractères forts dans la famille, en disant de toute façon, je veux pas voir un tel et tout. Mais finalement, les enfants, il y avait quand même tout. Enfin, je dis les enfants, maintenant, ils arrivent quand même plutôt à être des jeunes adultes, parce qu'ils ont quand même une vingtaine d'années. Ils ont organisé les choses et finalement, ils nous ont un peu mis au pied du mur en disant c'est bon. Ce soir, on ne vous demande pas autre chose que de passer une soirée ensemble autour d'un barbecue. Vous verrez bien si vous avez envie de vous revoir par la suite. Mais ce soir, nous, on veut pas. Nous, ça ne nous regarde pas. Bon, en plus, maintenant, ils sont quand même plus au courant parce qu'ils ont appris des choses. Ils ont dit, nous, tout ça, on veut pas savoir qui a tort, qui a raison, et c'est pas notre problème. On vous demande juste ce soir de passer un moment autour d'un barbecue. Et ben finalement, alors le début de la soirée, je reconnais que c'était un petit peu coincé, pas froid, mais un petit peu coincé. C'était un petit peu parler de la pluie et du beau temps. On sentait que personne n'osait. Et puis finalement, au fil de la soirée, quand on a mangé, on a discuté, on était dehors, on était bien. Finalement, il y a des choses qui sont sorties. Et bien, cette soirée, ça a été comme une... je sais pas quel est le mot, mais alors je dis pas que maintenant que les relations elles sont redevenues comme avant, parce qu'il y a quelque chose de cassé, c'est évident. Oui, voilà, c'est évident, mais toujours est-il qu'il y a quand même un grand pas qui a été fait, et c'est grâce aux enfants, quoi. Moi, je trouve. Là, si vous voulez, c'est peut-être un problème plus global, tandis que là, dans mon cas, c'était une agression personnelle, quoi, qui s'est fait qu'à moi, uniquement à moi. Et de manière tellement violente et insultante aussi, très insultante. Et ça, je crois que c'est le pire de tout. Oui, mais vous êtes resté malheureusement sur cette situation-là et c'est dommage que vous n'ayez pas pu en reparler. Merci beaucoup en tout cas, Agnès, de votre témoignage. Oui, c'est vrai. Bravo pour votre émission. Merci d'y participer. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir Marie-Louise. Marie-Louise, bonsoir. Marie-Louise, vous êtes là ? On devrait avoir Marie-Louise. Marie-Louise, vous êtes là ? Vous m'entendez, vous ? Oui, il y avait un écho terrible, mais maintenant on vous entend. Vous avez le poste, votre transistor, votre poste de radio allumé, je crois. Non, tout est éteint. Non, alors il y a un souci parce que nous on a un écho terrible, on ne peut pas vous entendre. Il y a un souci de ligne là. Et là, vous m'entendez mieux ? Ah, ben là c'est parfait. Ça va mieux là ? Oui, on vous entend très bien là. Oui, vous pouvez y aller. Mesdames. Bonsoir. Alors moi, effectivement, je voulais intervenir. Ça va pas être très long, mais moi, ce que je pense, ce que vous vivez, c'est vraiment un trésor. Ce que vous a permis effectivement votre belle-sœur de vivre, c'est vraiment un trésor. C'est-à-dire que ça va vous permettre peut-être à vous de vous remettre en question, ce que vous avez commencé à faire avec beaucoup de maturité, en tout cas, le fait d'aller voir quelqu'un. Mais je pense que maintenant, ce qui serait bien, si vous êtes prête, bien entendu, c'est vraiment de lui parler, mais de cœur à cœur. Oui, mais je ne suis pas prête. Oui, je comprends bien, oui. Je ne suis pas prête. Je pense qu'il faut qu'à un moment, vraiment, et c'est qu'à un moment, il faut vraiment que ça soit constructif. Et ce qui est constructif, c'est que vous-même, vous avez pris beaucoup de maturité, vous avez compris les choses, et que maintenant, il faut que vous lui parliez. Seulement, vous expliquiez parce que vous avez tout compris en plus. Oui, mais j'ai impliqué mon mari dans l'affaire et mon mari ne veut plus en entendre parler. Oui, mais ça, c'est... Non, mais la souffrance que vous vivez, ça ne concerne pas votre mari, c'est vous. Oui, mais il a pris parti, mon mari, et aujourd'hui... Oui, il n'a pas... Oui, non, mais je peux comprendre effectivement qu'il est pris parti, mais cette histoire, elle ne... Je pense pas qu'il soit vraiment concerné parce que c'est votre souffrance, c'est pas la sienne. Oui, je comprends bien ce que vous voulez me dire, madame. C'est très important. Je vais insister sur un point, c'est très important. C'est ce que vous vivez avec votre belle-sœur. Si vous le réalisez, si vous arrivez à lui parler, etc., ça va vraiment vous aider pour l'avenir. Oui, probablement. Oui, ce serait la solution idéale, de toute façon, pour tout le monde, y compris pour moi.
enfin me libérer de tout. Et en plus, pour vos enfants, ça ne peut être que formidable d'avoir une maman à un moment qui ait pris la décision de parler avec une personne avec qui elle a un conflit, compris votre belle-sœur. Je pense que pour vos enfants, ça peut vraiment les aider. On verra, mais j'y penserai, oui, mais c'est pas une mauvaise idée du tout, hein, bien au contraire, ça pourrait qu'apaiser tout le monde, mais... L'important, c'est que ça vous apaise. Il faudrait que ça vous apaise, vous, en premier lieu, hein, parce que c'est ça. Le fait de parler, etc., ça soulage tout de suite. Le fait d'y penser, ça soulage. Le fait de parler, ça soulage. Mais c'est les mots ont une portée quand ils sont de cette violence-là, on ne peut pas oublier. Je n'arrive pas. C'est ça reste douloureux. Non, effectivement, moi j'aurais préféré une claque à la limite. Non, on cherche pas à oublier. Ça fait moins mal parfois, oui. Mais je vous assure que c'est Non, on cherche pas à oublier. On cherche simplement à apaiser votre cœur. À un moment, il faut vraiment vous arriver à être en paix avec vous-même. C'est le fait. On cherche pas les coupables, on sait pas si c'est. Peu importe que ce soit elle ou vous. Mais le plus important, effectivement, c'est qu'à un moment, il faut dire les choses. Ça peut arriver, effectivement, de disputer, etc. Mais c'est vrai que c'est plus dur 5 ans après. C'est ça qui est compliqué, Marie-Louise. On peut être que d'accord, mais c'est vrai que autant c'est sur le moment, quelques jours après ou quelques semaines après, mais 5 ans après, c'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible. 5 ans, effectivement, pour réfléchir et qu'elle a décidé de lui parler maintenant. À la limite, le temps n'a pas vraiment d'importance. Il suffit simplement qu'elle ait vraiment cette générosité de parler avec elle, sans agressivité, sans colère. Mais jamais, de toute façon. Moi, je suis pas agressive, donc on a de la chance, on a la parole, on a les mots pour s'expliquer. Quand je parle comme ça, parce qu'effectivement, je pense que vous êtes prête, peut-être, pour me parler. Et le temps, je pense que vous avez compris, mais le temps n'a pas Vous aimeriez en tout cas, Marie-Louise. On sent que vous aimez le dialogue. C'est important le dialogue, parce que ça nous permet de on entend. Entièrement d'accord avec vous. Mais surtout vraiment de grandir. On a besoin de... Mais c'est compliqué parfois. Ça, c'est vraiment la base de tout. La communication, bien sûr, sans colère, sans attendre. Non. Parce que les gens, ils réagissent comme ils veulent. Ils sont... je ne peux plus être en colère. Quand on a un handicap mental, on n'est jamais plus en colère. Exactement. On avance quand on est en paix, et c'est un bon. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Encore faut-il le pouvoir. Il faut pouvoir, oui. Je pense que vous pouvez. Bon, un conseil de Marie-Louise, en tout cas, qui a très envie de vous réconcilier avec votre belle-sœur. Bien sûr que dans l'idéal, ça serait bien. Vous avez raison. Merci en tout cas. Tout simplement. Merci beaucoup, Marie-Louise. Bonne soirée, mesdames. Bonsoir. Et on va conclure avec Dan. Bonsoir, Dan. Oui, moi je suis aussi maman d'un grand garçon handicapé qui est l'aîné d'une fratrie de 3. Effectivement, j'ai vu la réaction des familles, de ma famille et de la famille de mon mari de l'époque, et ça a été très très dur pour la famille parce que effectivement, accepter un enfant différent, ça remet en cause absolument toute la famille. Les frères et les sœurs qui ont des enfants normaux sont très très mal à l'aise parce qu'ils sentent notre douleur et ils ne la comprennent pas. Alors soit ils l'acceptent, ils font avec gentillesse, soit effectivement ils peuvent être très très agressifs parce qu'ils essayent de maintenir quelque chose dans la vie. Or nous on est quelque part un peu stoppés avec un enfant quelque part parce que il est pas comme les autres. Mais cet enfant-là nous apprend justement à considérer toutes les attitudes des gens autour et à se dire effectivement il y en a qui réagissent comme ça. Et je crois que votre belle-sœur a réagi dans la violence parce qu'elle essayait d'apporter un peu de légèreté et que nous quand on a un enfant handicapé on est très lourdement chargé, on a une responsabilité très très lourde et c'est vrai que ça nous semble futile, mais en même temps il faut se laisser aller à cette légèreté aussi parce que nos enfants handicapés en ont besoin. Ont besoin qu'on soit aussi léger de ça et on a besoin de nos familles aussi. Ce sont des étapes que j'ai appris grâce à cette histoire d'ailleurs parce que dans le fond ça m'a aidé à voir un peu plus clair, aller chercher de l'aide ailleurs et puis de ne plus jamais parler de ce qui ne va pas, de ce que je ne vais pas bien. J'ai par la suite préféré ne pas assister à des repas de famille quand je ne me sentais pas bien. Oui, c'est ça. Je crois qu'il vaut mieux s'éloigner à ce moment-là parce qu'ils ne peuvent pas recevoir. Ou par contre, on va découvrir qu'il y a des gens qui peuvent recevoir. Par contre, alors qu'on ne s'en doutait pas. J'ai des amis. Alors je crois qu'il faut s'éloigner effectivement des gens qui peuvent être nocifs sur le moment. Je pense aussi, mais bon, c'est vrai qu'il s'agit d'un membre de la famille, mais puisqu'elle n'accepte pas. Ça fait un enfant handicapé fait bouger toute une famille complètement. Et c'est très très douloureux. C'est très très douloureux quand on. Un handicap mental dans une famille un petit peu bourgeoise.
Ouais. Bon, oui, mais qu'elle soit, oui, je crois que dans toutes les familles, ça remet très très en cause, très en cause. Mais nos enfants nous emmènent sur des territoires qu'on n'aurait pas visités sans eux, où on est obligé de découvrir des ressources en nous. On est enrichi d'une certaine manière. Oui, c'est ça, ça nous enrichit. Moi, c'est ce que je dis. Je dis que mon enfant qui est autiste m'a amené sur des territoires où je n'aurais pas été, une façon de voir le monde que je n'aurais pas vu que s'il n'avait pas été là. Et c'est une richesse. Mais par contre, les gens qui sont en face et qui ne sont pas immédiatement impliqués, sinon par un lien familial, sont très très en difficulté. Et votre belle-sœur, je pense, a dû, alors qu'elle essayait d'être légère, etc., n'a pas compris que vous participez pas à ça parce que elle essayait de vous apporter peut-être quelque chose que vous n'avez pas su recevoir, et comme elle savait pas, peut-être elle ne savait pas comment faire face à votre enfant, du coup, ça l'a renvoyé à sa propre incapacité à vous aider quelque part. Oui, c'est vrai, tout ça. Je crois que, alors bon, il faut, je sais pas si c'est 5 ans, si ça vous prendra 5 ans, 10 ans, etc. Mais s'il y a effectivement une réconciliation possible, il faut la tenter. Si par vos enfants ça passe, il faut accepter ce don-là aussi. C'est-à-dire par eux, vos autres enfants qui grandissent peuvent refaire un lien là où il avait été interrompu à un moment. Le lien peut se reconstruire ailleurs sous une autre forme. Bon, il y aura eu cette histoire, vous saurez ses limites, vous savez qu'elle peut-être pour elle c'est difficile de faire face à cet enfant. Il faudra tenir ça. Alors c'est difficile parce que déjà on fait beaucoup d'efforts parce qu'on a supporté ça. Donc on aura envie que les choses se passent bien. Oui, on aimerait que la famille surtout. Moi, c'est ce que je bien sûr, mais il y a des gens qui ne sont pas capables à certains moments de. Ouais. Les amis proches sont plus à même, je le constate en ce qui me concerne, de se sentir à l'aise avec lui et lui aussi que certains membres de ma belle famille. Parce qu'il y a moins d'enjeux souvent dans les relations. Oui, certainement. Oui, vous avez raison, Caroline. Donc, moi, j'ai pas il y a moins d'enjeux, il y a moins de, il y a pas les, enfin. Oui. Puis moi j'ai un frère qui m'a dit ça un jour, qui m'a dit mais c'est difficile parce que nous nos enfants vont bien et on sait pas quoi te dire. Oui. Voilà, on ne sait pas quoi te dire, on ne sait pas comment faire, on sait pas. C'est vrai on vous sent douloureux, on ne sait pas quelle parole mettre, on ne sait pas quelle. Voilà, et moi je leur ai dit mais soyez naturels, quoi. Et puis prenez-nous comme on est. Il y a des moments où on va pas bien, on a le droit de pas aller bien aussi parce que c'est difficile, parce que quand on a un enfant comme ça, il faut trouver les lieux pour les prendre en charge. Vous savez qu'il était présent, il faisait l'aller-retour et longtemps il me disait mais pourquoi elle crie, pourquoi elle dit dégage, pourquoi elle pleure. Il me disait ça, le petit. Il faut lui dire que il en avait 14 ans. Il avait 13 ans à peu près à cette époque-là, et il me répétait ça tout le temps. Et ça a dû l'angoisser, les cris. Oui. Puis il a dû sentir aussi votre désarroi. Voilà, c'est votre désarroi, je pense. Absolument, et c'est ça qui m'a aussi... Et oui, mais ils ont une hypersensibilité à ce moment-là. Surtout les enfants autistes. Oui. Voilà, c'est ça. Il renvoie comme ça des choses dans une immédiateté. Il n'y a pas 5 ans après, il est capable encore de me dire et de m'en parler, quoi. Oui, mais c'est une scène qui a dû le marquer. Oui. Et voilà. Et je crois qu'il y a peut-être lui aussi se questionne. Et il se sent peut-être un peu responsable de ce qui s'est passé ou confusément, il sent peut-être quelque chose qui a tourné autour. Non, mais il a dû vous sentir très démunie à ce moment-là. Alors il vous sent d'habitude certainement forte par rapport à lui, et là il a dû vous sentir très fragile. Je voulais pas qu'il vienne, mais bon, comme c'est consécutif. On sent bien que ça a été un épisode bouleversant, et donc ça va bien au-delà de vos enfants. C'était important qu'on en parle, et merci d'avoir appelé Dan, parce que c'est important cet échange. Vous apportez un éclairage important là aussi, dans le fait. Je pense que votre belle-sœur a dû aussi, dans sa réaction très vive, très forte, très violente, ça veut dire que ça montre que ça a éveillé chez elle comme ça des émotions aussi très fortes, et qu'il y avait beaucoup d'affectifs au fond entre vous deux. C'est aussi ce qu'il faut voir, quand il y a des réactions comme ça très fortes, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'affectifs derrière. Donc vous n'étiez pas la seule à être dans une relation très investie. Je l'ai pas senti comme ça, mais vous avez probablement raison, parce que on ne s'entendait pas si mal que ça. Moi j'aimais bien la voir, elle aussi je crois. Enfin, présent, pour que ça soit si fort, c'est qu'il y avait beaucoup d'affectifs entre vous.
Il faut accepter en tant que parent d'enfants handicapés d'être un peu dans la légèreté aussi, non? Oui, j'entends, oui, j'essaie d'entendre. Je crois qu'il faut accepter ça aussi. De toute façon, j'ai un fils qui m'y oblige, il rit tout le temps, alors. Il est toujours de bonne humeur. C'est important, oui, c'est important. Mais ça montre qu'il se sent bien. Oui, oui, ça montre qu'il se sent bien. Donc vous avez réussi à lui apporter justement ce bien-être. Beaucoup d'amour et beaucoup de bien-être. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants autistes qui restent très, très angoissés. Il a un chromosome X fragile. Il y a des caractéristiques autistiques, mais il n'est pas autiste. Il a des comportements autistiques, mais c'est encore différent. Oui, c'est une autre forme, effectivement. C'est une autre forme, voilà. Tout à fait. Mais ça fait des êtres hypersensibles, et quand ils vous en parlent encore, c'est qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas dénoué, et qui vous pose encore question, et qui vous interroge. Si je parle avec mon mari, ou si je... Oh là là, on sent qu'il n'est pas bien, qu'il est mal à l'aise. Alors, un dernier message. Marinette dit « Les enfants sont la véritable clé de voûte de la famille. Ils ont souvent un rôle pacifique de lien. Peut-être que c'est ce que vos enfants cherchent à faire. » Peut-être. Donc, je ne dois pas leur en vouloir. Non, c'est pas contre vous, en tout cas. Non, certainement pas. Oh non, en plus, on s'entend bien, donc c'est dommage. Oui, vraiment. Oui, non, c'est pas du tout contre vous, là. Non. Voilà. Ouais. Merci Caroline, vraiment. Mais je vous en prie, Maude, merci à vos interlocuteurs. Ah oui, à Agnès, à Marie-Louise, à Dan et à tous ceux qui ont envoyé des messages pour vous. Plein de gentillesse et plein d'espoir. Voilà. Merci Caroline pour vos émissions aussi. Mais merci de la faire vivre. Au revoir par vos témoignages. Au revoir. Au revoir, merci. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Madeleine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis émue de passer à l'émission parce que ça fait beaucoup de soirs que je vous entends et j'entends tous les auditeurs qui interviennent. Merci d'intervenir alors à votre tour. Oui, alors moi en fait j'ai 27 ans et je suis dans une relation avec quelqu'un depuis 4 ans. Oui. Et là, mon ami va pas bien du tout. Et il veut pas. Je lui ai conseillé d'aller voir quelqu'un. Il ne souhaite pas. Et voilà, moi, je sais pas quoi faire pour l'aider. Et je me demande si est-ce que ce que j'ai de mieux à faire, c'est pas de le quitter, quoi. Parce que Qu'est-ce qui lui arrive à votre ami? Alors, en fait, on travaille tous les deux dans le domaine du spectacle. Et il est à un moment de sa vie où il n'a plus trop de travail, où son métier disparaît. Et il ressent plus de challenge dans son travail, de défis, Oui. Voilà, donc ça fait 1 an qu'il n'a pas travaillé, presque, et maintenant il n'a plus d'aide. Donc on vit avec mon salaire seulement. Ah oui. Et je tombe dans les dettes, quoi. Ça fait combien de temps, là? Là, ça fait en fait 1 an qu'il n'a pas travaillé, ça fait 4 mois qu'il n'a plus d'aide. Oui, c'est embêtant. Oui, donc là... Et son métier n'existe plus, vous dites, est en train d'être supprimé. Voilà, il est en passe d'être... on recherche... Avant, il avait une spécialité dans le domaine du spectacle et maintenant, on demande davantage de gens polyvalents. Oui, donc il faut qu'il songe à une reconversion. Voilà, c'est ce qu'il songeait en fait depuis 1 an, mais voilà, moi je l'ai vu un peu partir dans une idée fixe qui, je pense, n'était pas la bonne parce qu'il n'avait ni les finances. Il voulait monter une entreprise sur Internet. Sauf qu'il n'avait ni les finances ni le moral, je pense, pour assumer ça. Et voilà, et le truc c'était que l'idée c'était de participer, que mes sous participent à son entreprise. Donc moi je sentais tellement les choses, le projet tellement peu solide que j'ai pas voulu m'y lancer et je l'ai pas encouragé en ce sens. Donc là, vu qu'il a fallu quand même qu'il reprenne un travail, vu qu'on n'arrivait plus à faire face. Bon, là, il se rend compte qu'il n'y a plus de challenge, sauf que... Mais si, il y en a un, justement. Oui.
Mais dans le travail qu'il savait faire et qu'il aime, il y en a plus. C'est-à-dire que c'est un temps de transition. Voilà. C'est justement, c'est un nouveau challenge, pour reprendre votre expression. Oui. Il va falloir qu'il... c'est compliqué. Il est jeune en même temps, votre ami. Il est plus âgé que moi. Il a 10 ans de plus. Il a 37 ans ? Oui. Mm-hmm. Oui, mais enfin, ça reste encore tout à fait possible pour faire autre chose. Sauf que je pense que là, il vit un moment de dépression, je pense. Oui, c'est possible, d'après ce que vous dites, si vous trouvez qu'il ne va pas bien, c'est-à-dire vous trouvez qu'il se replie sur lui-même, qu'il manque d'énergie. En fait, il m'a suivi dans mon nouveau travail dans une nouvelle ville, qu'il n'apprécie pas. Donc il a perdu un peu ses contacts, son réseau amical aussi. Tout à fait. Oui. Donc il a perdu il les a toujours au téléphone, mais comme on vit assez loin, il peut pas les voir. Il peut les voir que 2 fois par an à peu près. Donc et puis là les choses, c'est que moi dans mon nouveau travail, je l'ai introduit dans le lieu où je travaille. Et sauf que c'est que voilà, je pense que le travail va s'arrêter pour lui en mars et qu'il va falloir rebondir ensuite. Et sauf que moi, il n'est pas très volontaire parce que je lui ai indiqué d'autres lieux où il pouvait chercher du travail et il l'a pas fait. Donc vous vous sentez un peu découragé au point de vous demander au point d'envisager de mettre un terme à la relation. Ben oui, parce que je vois pas comment. J'ai plus de ressources pour l'aider, et en même temps, je sens qu'il m'entraîne vers le bas. Ah oui, ça c'est embêtant. Voilà, j'ai cette impression-là. Mes amis me le disent, me conseillent de mettre fin à la relation. Quand vous dites qu'il vous entraîne vers le bas, c'est-à-dire que vous vous sentez vous-même d'humeur un peu sombre, un peu pessimiste. Oui, c'est ça, c'est que je vois pas l'avenir. C'est-à-dire que j'avais pensé peut-être fonder une famille quand le temps, si je le sentais. Et là, le fait que je le vois pas rebondir, même sur des petits boulots, sur des petits boulots qui n'ont rien à voir avec son métier, mais voilà, pour survivre, pour faire face simplement. Il le fait pas, et alors que moi j'aurais eu, je pense, cette réaction-là, mais il s'avère qu'il se laisse aller. Et il ne veut pas se faire aider, il ne veut pas consulter quelqu'un, parce que s'il est déprimé en ce moment, il a peut-être pas l'énergie, comme vous dites, pour rebondir. Mais quand vous lui avez dit que ça serait bien qu'il voit quelqu'un pour voir déjà s'il y a une possibilité de l'aider, même son médecin généraliste d'ailleurs, qui peut peut-être faire le point, voir ce qu'il en est, avec qui il pourrait parler peut-être plus facilement qu'avec vous, parce qu'avec vous, il veut peut-être vous protéger, pas vous dire réellement ce qu'il ressent, quitte à ce que le médecin généraliste l'oriente après. Il ne veut pas Non, il veut pas. Il avait été voir pendant quelques années un psychologue, parce qu'il lui est arrivé, il a perdu un de ses parents. Donc il avait vu quelqu'un, mais et il m'a dit qu'il ne retournerait plus voir quelqu'un. Et le médecin généraliste, il n'en a pas encore, quoi. C'est peut-être l'occasion d'y aller. S'il ne veut plus retourner voir de psy, il peut déjà aller voir un médecin. Oui, mais je pense pas qu'il envisage ça, donc... Enfin, vous semblez dire surtout que vous n'êtes plus bien dans cette relation. Moi, je vois quelqu'un qui est déprimé pendant toute la journée, qui me dit que... Mais est-ce que vous avez des sentiments encore pour lui ? Je pense que oui, sauf que je vois pas quelqu'un qui a envie de se battre, donc moi, mes sentiments... Non, mais peut-être que c'est pas... S'il est déprimé en ce moment, il peut pas avoir tellement envie de se battre, s'il va pas bien. C'est ça la difficulté. Bon, on va marquer une pause, Madeleine, et on va en reparler après le journal, d'accord ? Ne raccrochez pas, restez avec nous. Pour rejoindre Caroline Dublanche,
Appelez le 39 21, 34 centimes la minute. La nuit continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions également à ce même numéro ou par SMS au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr. Alors nous sommes en compagnie de Madeleine, vous avez 27 ans, vous êtes depuis 4 ans avec un homme qui est dans le domaine du spectacle, son métier est amené à disparaître, on leur demande d'être de plus en plus polyvalent, donc il a 10 ans de plus, lui il a 37 ans, donc il se trouve que depuis un an, il a plus d'activité professionnelle. Depuis quelques mois, il ne touche plus d'indemnité. Donc vous ne vivez plus que sur votre salaire. Il va mal psychologiquement et vous vous demandez si vous vous interrogez si c'est seulement une mauvaise période qu'il traverse ou si vous devez prendre la décision de le quitter parce que, dites-vous, vous sentez aussi que vous vous enfoncez un peu. Oui, c'est ça. Et vos amis vous le disent aussi. Oui, mes amis me le disent, me disent que je me renferme un peu sur moi, que je peux plus m'accorder de petits plaisirs parce que toutes mes économies, j'en ai plus quoi, donc... Alors, il y a des réactions qui arrivent pour vous. Annie qui dit par SMS, je dis toujours qu'un homme investit beaucoup dans son travail, celui de votre ami disparaît et c'est un raz-de-marée dans sa vie qui, pour lui, s'écroule. Certes, et elle ajoute, c'est pas le moment de le quitter, à moins que ce ne soit pour le meilleur seulement. Coco dit, il ne doit plus avoir la force et peut-être a-t-il peur de ne pas être à la hauteur d'un nouveau challenge. Vu son moral, tout lui semble insurmontable. Mais elle ajoute, peut-être faudrait-il qu'il ait peur de vous perdre pour réagir et se faire soigner. Je sais que c'est brutal, bon courage car ce n'est pas facile, ajoute-t-elle. Alors c'est vrai que vous dites qu'il malgré le fait que vous en ayez parlé ensemble, il ne veut pas aller consulter pour parler de son mal-être. Et puis un SMS de Jean-Baptiste Botul dont on a parlé dans le journal de minuit. Ça me fait beaucoup rire, évidemment. Alors voilà, je vais vous le lire, qui dit: notre cyber-époque ayant aboli la notion d'engagement dans la joie comme dans la peine, libre à vous de vous débarrasser vite fait du poids mort. 3 petits points de suspension. Non, mais bon, évidemment ça ne pouvait venir. Je peux pas m'empêcher de rire puisque bon, ça a ouvert le journal de minuit. Bon, ça fait pas rire tout le monde, on imagine. Le fameux Jean-Baptiste Botul, philosophe qui n'existe que dans l'imagination de certains, mais cela dit, moi ça me fait beaucoup rire. Et c'est évidemment le cher subversif. Ça ne pouvait venir que de lui, un tel message. Il n'y a que lui qui ose transgresser de la sorte. Alors il y a Prune qui ajoute plus sérieusement, les problèmes d'argent minent une relation. Voilà, déjà si vous avez envie d'intervenir un petit peu là-dessus avant que je vous donne mon point de vue. Mais c'est surtout que là, je vois pas comment m'en sortir financièrement et... Bon, d'une part, mais c'est aussi que ça, on s'en sort toujours. Que cette situation dure depuis. Enfin, je l'ai jamais connu très très bien non plus. Enfin, respirant la joie de vivre, je l'ai jamais connu non plus. Non, avant, il avait un travail un peu plus stable, mais toujours dans l'intermittence. Mais toujours avec. Voilà, il aimait son travail, mais il y avait des grosses déceptions quand même. Donc ça fait un moment qu'il parle d'arrêter le spectacle et de se tourner vers autre chose. Oui, donc c'est plus une situation latente et où le point de crise est maintenant. Et que voilà, je l'ai pas vu réagir. Oui, ça fait un moment qu'il se pose des questions sur son avenir professionnel. Oui, et qu'il a du mal à prendre une décision. Voilà, qu'il a du mal à prendre une décision et qu'il est dans les mêmes questionnements,
tourne un peu en circuit fermé. Donc voilà, moi j'ai essayé de lui trouver du travail sur la ville où on est maintenant. Mais voilà, quand on passe des coups de fil et puis qu'il ne répond pas derrière, voilà, moi Oui, c'est là que vous aimeriez construire aussi. Ben oui, vous êtes dans une période de votre vie où vous aimeriez pouvoir faire des projets d'avenir. Or, ça vous paraît compliqué. C'est ça qui vous mine un peu le moral. Même des week-ends, on peut pas se les permettre financièrement. Et même pour des choses pour aller voir ses amis ou sa famille, c'est très compliqué. Et comment est-il avec vous, sinon comment dans la relation comment... en ce moment, il me renvoie pas une image positive. Oui. C'est pour ça aussi que je pense que je sombre un petit peu. C'est-à-dire c'est-à-dire que je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Donc qu'il faut qu'il me... Il dit que j'arrive en retard au travail. Et que si j'ai une mauvaise journée, il va me dire t'as de la chance, toi t'as un boulot. Enfin voilà, des choses comme ça qui... Oui, c'est là que vous avez du mal à... au fond, à parler de vous actuellement, même si vous voulez rentrer, parler de votre journée de travail, au fond, il reste dans ses ruminations en disant, vous ne pouvez rien dire si vous avez une journée un peu stressante ou un peu dire, en gros, il vous dit, te plains pas, t'as un travail, quoi. Oui, c'est un peu ça. Donc il reste vraiment très fermé sur lui. Oui, puis il connaît, pour le moment, il s'est pas fait de connaissances dans cette nouvelle ville. Pourtant, on y est depuis 1 an. Ben oui, mais c'est difficile, remarquez, quand on n'a pas d'activité professionnelle, c'est un petit peu compliqué à sa décharge. C'est beaucoup dans la vie professionnelle qu'on se crée des liens. Parce que vous voyez, sortir surtout comme ça... Surtout dans ce domaine-là aussi. Sortir, vous voyez, aller parler à des gens. Oui, il peut ponctuellement parler à des gens comme ça dans la rue, mais bon, c'est après un peu limité. C'est vrai que cela dit, c'est compliqué parce que moi, je peux pas vous conseiller sur ce que vous devez faire, Madeleine, c'est-à-dire quitter cet homme ou rester, parce que c'est une décision qui, vous comprendrez bien, est très personnelle. J'ai envie d'être avec lui, mais de sortir de cette mauvaise passe surtout. Bon, mais parce que si vous voulez... Quand quelqu'un me évoque, homme ou femme, une relation que je perçois comme destructrice, là, effectivement, je donne mon point de vue, qui est où je sens que la personne s'abîme dans cette relation, perd un peu une estime d'elle-même, perd confiance en elle, se sent dévalorisée. Je dis attention, danger. Maintenant, moi, que voulez-vous que je dise dans une relation? Est-ce que je dois partir ou rester? Ce n'est pas à moi de me prononcer. Même si, vivre aux côtés de quelqu'un qui est déprimé est compliqué. Néanmoins, après, dans une relation de couple, il y a des moments difficiles et pourtant, on ne part pas au moindre coup dur. Après, tout dépend de quoi est faite cette relation de couple. C'est-à-dire que c'est pas la même chose si c'est une relation avec quelqu'un où on est déjà dans la construction ou avec qui on a une relation installée, où il y a du partage. Normalement, on s'épaule. C'est un petit peu ce que disait notre ami le subversif, là. C'est-à-dire, quand on a investi la relation, si l'autre traverse une mauvaise passe, on est là pour lui. Maintenant, ce qui est plus embêtant, c'est qu'il soit pour le moment, en tout cas, dans le refus de soins, parce que c'est là où vous ne pouvez pas le prendre en charge sur ce point-là. Vous pouvez l'aider par l'amour que vous lui portez, en étant présente pour lui, mais vous ne pouvez pas prendre en charge sa souffrance et la difficulté
par rapport à peut-être cette perte d'estime qu'il a de lui-même par rapport à la perte de son travail, par rapport à l'angoisse qu'il a de son avenir. Et ça serait quand même bien qu'il soit un peu soutenu et qu'il en parle à quelqu'un d'extérieur vraiment de ses angoisses, pour ne pas les faire peser sur votre couple. Vous voyez, qu'il retrouve un peu d'énergie. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait lui dire au fond, Madeleine. Lui dire... Bon, moi, ce qui m'ennuie, c'est que je comprends que tu ne sois pas bien en ce moment et c'est une période difficile de perdre ton travail et de te demander comment tu vas un peu t'orienter professionnellement. Je comprends que ça soit angoissant. Maintenant, lui parler de vous et de dire que vous, ce qui vous angoisse, c'est que rien ne bouge, et même dans le sens où lui, finalement, reste au fond dans son mal-être, dans sa souffrance, mais sans dire qu'est-ce que je peux faire aussi pour moi pour essayer d'aller un peu mieux. Oui, c'est ça. C'est que même professionnellement, il refuse d'aller voir aussi. Je lui avais proposé une sorte de conseiller d'orientation, parce qu'évidemment il voulait pas faire de validation de bilan de compétences, c'est ça, hein, de bilan de compétences pour voir un petit peu dans quel domaine il pourrait travailler, trouver en tout cas un intérêt pour un nouveau travail, par exemple. Ça, il veut pas en entendre parler. Donc voilà, moi Non, mais si vous voulez, au lieu de parler là déjà sur le plan professionnel, dites-lui, moi je vois bien que t'es pas bien, que t'es malheureux, tu es angoissé, et de ça il faudrait que tu retrouves un peu de peps, un peu que tu vois quand même, ne serait-ce voir. S'il veut pas voir de psy, au moins qu'il aille voir un médecin. Oui. Peut-être qu'il pourrait lui donner un petit traitement. Enfin, je sais pas, qu'il ait une consultation. Oui. Qui reste pas comme ça enfermé où vous travaillez toute la journée, où finalement lui le soir il a peut-être broyé du noir, vous voyez, quand vous rentrez, et dire, parce que ça du coup on n'avance pas et ça peut pas s'arranger comme ça. Il faut aussi que tu sois un peu soutenu, et je ne peux pas le faire toute seule parce que ça va nuire à notre relation, et lui dire que ça joue aussi sur votre morale. Donc lui dire, si on est deux à s'enfoncer, ça va pas aller. Oui. Vous voyez, lui parler clairement des répercussions que ça a sur vous et sur votre relation. Mais parce que ça serait bien qu'il ait un espace pour se faire aider, pour un peu tirer le signal, pour tirer le signal d'alarme, pour dire que ça serait important qu'il ait une aide. Oui. Voilà. Maintenant, après, si vous voulez le point de vue matériel, ça peut, je vous dis, ça peut être une mauvaise passe, et ça arrive à tout le monde. Oui, bien sûr. C'est même un épisode comme ça où on est déprimé, où on se pose des questions, personne n'en est à l'abri. Mais si à partir du moment où il accepte une aide extérieure, il peut tout à fait se sentir mieux, aller mieux, retrouver de l'énergie, faire quelque chose et retrouver dans son domaine, parce qu'il pourra reprendre des rendez-vous, il pourra retéléphoner, ce qu'actuellement il n'a, semble-t-il, pas l'énergie de faire. Oui, c'est ça. Bon, on va accueillir Amina. Bonsoir Amina. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, écoutez, moi j'ai pris l'émission un petit peu en cours. Mais bon, là, vous avez fait un résumé donc de la situation de... C'est Amandine ? C'est Madeleine. Madeleine, pardon. Écoutez, c'est vrai qu'on n'a pas de conseils à donner au niveau des relations de couple, parce que chacun est différent. Surtout sur partir ou rester, oui. À partir du moment où la relation n'est pas destructrice, bon. Mais bon, je dirais, j'ai écouté un petit peu. C'est vrai que moi, ce que je peux dire à Madeleine, pardon. J'arrive à Madeleine, c'est que il faut faire un break. C'est-à-dire, il va falloir vous séparer de lui à un moment, parce que là, pour le moment, vous faites les choses à sa place et vous lui rendez pas service. Et ça peut durer des années. Des années, et d'après ce que j'ai entendu, il commence déjà à vous culpabiliser
pour ce que vous êtes, parce que vous n'avez pas le droit de dire que vous avez une mauvaise journée parce que vous avez un boulot. Vous n'avez pas le droit d'être heureuse parce que vous souffrez pas comme lui. Il y a des personnes qui vont pas l'exprimer, mais qui vous font sentir. Et en fait, vous allez plus vous noyer avec lui qu'autre chose. C'est pas vous qui l'aiderez, mais c'est lui qui vous amènera plus dans son mal-être. Mais j'ai peur de ça, en fait. J'ai peur c'est ce qui va se passer si vous continuez comme ça. Si lui n'accepte pas à un moment une aide extérieure, c'est le risque. Mais si à un moment il accepte une aide extérieure, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas mieux. Oui, mais pour le moment, il n'accepte pas. Pour le moment, d'accord. Mais parce que aussi, Madeleine lui parle de boulot, de rebondir, de bilan de compétences. S'il est déprimé, il n'a pas l'énergie de faire ça. Oui, mais il n'a pas l'énergie. C'est parce qu'il ne voulait pas entendre le fait d'aller voir un psy ou un médecin, enfin quelqu'un. C'est pour ça que je lui ai proposé d'aller voir un conseiller d'orientation pour que ça soit un espace de parole et d'attiser en fait ses envies sur quelque chose où il ne se sente pas pris dans une relation trop intime ou trop. Ça fait longtemps que vous lui avez proposé? Ça fait quand même 4 mois. Oui, elle réagit toujours pas. Non. Oui, mais là vous lui avez parlé sur le plan professionnel. Essayez de parler plutôt sur le fait que vous vous sentez malheureux. Un psychologue, pour aller voir un psychanalyste. Ça fait longtemps que vous lui avez parlé de ça? Ça fait depuis qu'il va vraiment pas bien, donc depuis 2-3 mois. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'attendre un petit peu, ne pas lui redire tout le temps, parce qu'il faut que ça vienne de lui. Et par contre, moi, tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de faire un break. C'est-à-dire vous séparer de lui à un moment, qu'il puisse rebondir tout seul. Moi, moi, c'est ce que je... Oui, c'est votre point de vue. Non, parce que moi, je pense que si on se sépare, on se sépare. On se sépare pas à un moment. À mon avis, mais bon... oui, puis je vois pas un break. Là, je vois pas parce que en même temps, il a personne d'autre chez qui aller pendant ce temps-là, donc... Non, mais la vraie question, c'est de savoir si vous êtes toujours amoureuse de cet homme ou pas. Bon, vous m'avez dit oui. Dans la mesure où vous êtes toujours amoureuse, je vous dis, il peut traverser une phase difficile, il faut qu'il accepte de se faire aider. Comme dit le subversif, pour l'homme d'action, plus que pour tout autre encore, l'inactivité, le déchoir abat son moral. Un coup de fouet chimique peut l'aider. Et encore une fois, ce n'est pas déchoir que d'être déprimé, un peu particulièrement quand on perd son emploi. Ça peut arriver à tout le monde et un petit peu d'aide, ça peut aider. Il faut qu'on marque... Attendez, on marque une pause et on se retrouve. D'accord. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Vos réactions sont très partagées quant à la situation de Madeleine. Elles arrivent par SMS. Annie dit le break est le commencement de la fin et la situation ne s'y prête pas. Christophe dit non, surtout il ne faut pas qu'elle fasse de break. Et puis Nejoud dit le break est devenu à la mode pour rester dans des situations confortables pour les uns et invivables pour les autres. Brigitte dit peut-être pourriez-vous vous faire aider vous-même, Madeleine, pour mieux vous positionner par rapport à lui et à ses projections dévalorisantes. Et puis le subversif dit l'homme d'action revêtu de son costume de baroudeur à l'intérieur fragile qui n'aime guère s'attarder. Pas d'élaboration pour le moment, mais peut-être un traitement pourrait l'aider. Et puis un message qui n'est pas signé, mais qui dit c'est pénible que les hommes refusent tant d'aller consulter des psychologues, ça éviterait des suicides si fréquents et si expéditifs chez eux.
Karima dit faire une dépression, c'est aussi faire face à la réalité de sa vie et de ses aléas. Ainsi pourra-t-il rebondir et vous entourez-vous d'amis, dit Karima. Alors d'ailleurs à ce sujet, Marie-Christine, elle nous envoie un courriel pour dire mais la réponse de Madeleine est dans sa question. Dois-je partir? Le prétexte mes amis disent, c'est peut-être ma petite voix intérieure dit, parce qu'on n'écoute pas ses amis quand ils nous disent des sottises. On accueille maintenant Fabrice. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Alors moi je viens d'écouter l'histoire de Madeleine, j'ai vu la réaction d'Amina là, par rapport au break et tout ça. Je suis un peu dans la situation d'Amina, c'est-à-dire que bon, je vis une relation de 2 ans à peu près avec une personne que j'ai rencontrée sur mon lieu de travail. Oui. Qui m'a fait tourner la tête, je suis tombé fou amoureux et j'ai quand même sacrifié pas mal de choses et je m'aperçois que j'ai toujours pas ma place, quoi qu'il en soit, quoi. Et j'arrive à 45 ans, je me dis non, je suis pas fait comme ça, quoi. Je suis plus la même personne depuis que je suis avec elle et voilà, quoi. J'ai trop donné, quoi, d'un coup. Et je me rends compte que de faire un break, c'est peut-être une notion de facilité. Je consulte un psy aussi. Oui. Je consulte et depuis peu, donc. Le psy, ça va faire 6 mois, quoi. Mm-hmm. Et je m'aperçois que c'est une histoire sans lendemain, quoi. J'ai 45 ans, elle est plus jeune que moi, un peu plus jeune que moi. Elle a quel âge, elle ? Elle a 40 ans et elle a une santé fragile et de faire un break, j'ai peur qu'elle prenne ça comme une rupture, qu'elle le prenne mal et que ça tourne en vrille, parce que j'ai énormément d'amour pour elle, mais on vit une histoire destructrice, je pense. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu pas mal de ruptures entre-temps, on a recommencé, on a réessayé, ça ne marche pas, et patati patata, quoi. À chaque fois, il y a un truc. Elle a plus de famille, son ex-mari est toujours présent. Moi, je lui mets ça, je suis d'un naturel jaloux, elle met ça sur ma jalousie. Dès que je ne suis plus jaloux, c'est des reproches comme quoi je ne fais plus attention à elle. Et c'est sans cesse me remettre au pied du mur, quoi. À chaque fois, et je supporte plus, quoi. Je ne supporte plus ça, quoi. Et puis d'un autre côté, j'ai tellement laissé de personnes sur le côté de la route quand je suis parti avec elle que je me dis qu'est-ce que j'étais faire, quoi. Qu'est-ce que j'ai été faire. C'est-à-dire, vous étiez en couple quand vous êtes parti ? Oui, tout à fait, ouais. Oui, elle vous a tourné la tête. Vous dites que vous pensiez. Et puis au début, tout est beau, tout est rose. On a fait énormément de mal autour de nous en ignorant. En vivant une histoire d'amour qu'on croyait grande et belle, c'était grand et beau au départ. Je dis pas que c'était pas beau, hein. Je l'aime encore énormément, mais je m'aperçois que non, on n'est pas compatible sur une vie commune, je pense. Elle veut une vie bien rangée, alors que moi je suis hyper actif dans mes loisirs et quoi que ce soit, quoi. Et j'ai tout laissé tomber pour être avec elle, et ça me manque énormément, ça aussi, cette vie-là, la vie que j'avais avant, quoi, comme dans mes loisirs, je dirais. J'étais vachement impliqué dans des associations, que ce soit sportives ou musicales, et j'ai tout laissé tomber, et ça me manque. Je me sens mourir à petit feu, quoi. Je me sens mourir à petit feu. Et ça, oui, donc vous êtes en pleine phase de désillusion, là, par rapport à... Oui, tout à fait. Là, je tombe... si on peut dire oui, je tombe de haut, quoi. Oui. Vous revenez à la réalité, peut-être, là où vous aviez... Oui, mais bon, c'était pas une vie non plus. Follement fantasmé. Mais avec mon ex-femme, la vie que je menais, c'était pas forcément une vie de famille. J'étais tous les week-ends parti, que ce soit dans l'association sportive ou musicale, quoi. J'étais sans cesse parti à droite à gauche. Et j'étais très très impliqué. On était dans le truc sportif, on était monté quand même très très haut, quoi. Et j'ai tout laissé tomber et maintenant ça me manque, quoi. Ça me manque et je m'aperçois que c'était une soupape. Alors qu'est-ce qui vous manque, la vie que vous meniez ou votre ex-femme, ou plus la vie que vous meniez? Non. Mon ex-femme, oui, me manque, oui, parce que j'ai toujours un peu d'amour pour elle. On n'oublie pas une histoire d'une 20aine d'années comme ça, quoi. Puis j'ai eu des enfants quand même avec elle. Et j'ai quand même 2 enfants avec qui, 2 enfants en bas âge quand même, qui sont demandeurs de leur père. Donc à chaque fois que je les vois, ça me brise le cœur, quoi. Ils ont quel âge? 13 et 4. Ah oui, en effet. Et puis j'en ai un grand qui a une 20aine d'années qui lui a fait son chemin, quoi, je dirais. Il fait son chemin de son côté.
Mais je me suis tellement impliqué pour lui celui d'une vingtaine d'années dans le domaine sportif. J'ai tout fait avec lui niveau sportif. Il était monté assez haut, tout ça, et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et il m'en veut pour ça. Tout le monde m'en veut pour ça, quoi. C'est pour ça qu'elle a du mal à se faire accepter, elle, par rapport à mes amis quand on est ensemble. Donc elle se sent rejetée. Et elle n'apprécie pas du tout ce que je faisais en dehors de ça, quoi, dans ces associations, quoi, vis-à-vis de ça. Et moi maintenant, je me dis, mais je perds plein d'amis, alors que quand je les revois, non, je suis toujours le même pour eux, quoi. Mais bon, voilà, quoi, c'est énorme, quoi. Ça me manque, c'était une soupape de sécurité, et sans ça, je vis plus, quoi. Je vis plus. Alors faire un break, oui, mais je pense que ça va au-delà du break. Je crois que là, ça montre bien. Bon, écoutez, vu tout ce que vous décrivez, Fabrice, vous avez envie d'arrêter avec cette femme. Vous craignez plus ses réactions. Ce que vous craignez, c'est sa réaction. Mais si vous ne craindriez pas cela, votre décision, au fond, vous avez envie d'arrêter. Vous vous rendez compte que vous avez fait fausse route. Ça peut arriver, hein. Ouais, mais enfin bon, mais avec beaucoup de dégâts derrière, ça. J'ai fait énormément de dégâts, quoi. Énormément. Il n'y a pas de retour en arrière possible, demande Brigitte là par SMS. Retour avec mon ex-femme. J'imagine que c'est la question qu'elle pose, oui, dans votre vie. Il y a combien de temps que vous êtes parti ? Ça va faire 2 ans et demi. Ah oui, quand même. Oui. Vous avez mis un peu de temps pour vous en apercevoir. Mais c'est-à-dire qu'un peu de temps, j'étais tellement amoureux, quoi. J'ai fait tellement de concessions, tellement de trucs. Et à chaque fois, à chaque fois que je faisais un truc, c'était moins bien que son ex-mari, patati, patata. Oui, là aujourd'hui, vous la voyez telle qu'elle est, hein. Vous voyez la réalité. Là, vous étiez dans l'amour qui. Oui, mais ça vous illusionnait. Pas que je l'aime encore énormément, quoi. C'est fusionnel quand je la vois, c'est énorme, quoi. Par contre, il y a des moments où quand je la vois plus, elle me manque, et quand je la vois, j'ai qu'une envie, c'est de partir, quoi. Oui, vous vous rendez compte, en tout cas, vous avez dit, c'est destructeur, donc. Ouais. J'ai l'impression de m'être enfermé dans un carcan. Semble-t-il, oui. Et je vis plus, quoi. Et à 45 ans, je me dis, qu'est-ce que j'ai été faire, quoi. Qu'est-ce que j'ai été faire. J'ai vécu une bonne question, qui dure depuis 7 ans, je pense, parce que je me posais des questions avant, je me repose les mêmes 45 ans, quoi. Oui. Qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Et je veux surtout pas faire de peine à qui que ce soit, quoi. Vous allez vous en avez fait, hein, il faut l'assumer. Il faut aussi accepter. Ça je l'assume totalement. Voilà, donc. Fait, je dirais. Alors, c'est ce qui vous ne voulez pas maintenant faire de peine à cette femme. Je crois qu'il faut être plus clair par rapport à elle, parce que finalement lui parler de break, c'est vous qui vous préservez. Bon, après tout, si vous ne voulez pas parler de séparation définitive, que vous craignez qu'elle vous complique la vie. Oui, mais c'est-à-dire que je suis un peu comme vous, j'y crois pas trop au break, quoi. Moi, je pense que le break, c'est un moyen facile de dire c'est fini, quoi. Oui. Mais c'est pour ça, c'est trop facile. Oui, mais l'autre ne l'entend pas forcément comme ça. Mais bon, après tout. C'est trop facile, quoi, je pense. Et je voudrais tellement que ça se passe sans faire de peine à personne, quoi. Et mais alors comment vous feriez ? C'est-à-dire que vous feriez un break avec cette femme, après il se passe quoi pour vous ? Moi, j'essaye de retrouver mes bases, ce que je sais faire, ce que je veux faire. Parce que je m'aperçois que je deviens, en 2 ans, j'ai pris 10 ans. Voilà, quoi. J'aimerais, pas retourner en arrière, mais rattraper un peu le temps perdu, quoi. Ce que j'ai pas pu faire depuis 2 ans, essayer de le faire maintenant, quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire retrouver les compétitions, retourner dans l'association musicale, et puis refaire les festivals et compagnie, quoi. Me remettre dans le bain, quoi. Bon, pourquoi pas ? J'aimerais bien, mais pour cela, rien ne vous en empêche. Si, c'est-à-dire que si. Non, mais elle, attendez, c'est vous qui vous en empêchez. Vous vous dites vous êtes enfermé. Oui, après tout, on peut toujours se défaire d'un lien. C'est quand même dur, quoi. Ah, oui, mais c'est dur parce que vous avez du mal à défaire ce lien. Ah ouais, j'y arrive pas.
J'y arrive pas. On a essayé plusieurs fois, il y a eu plusieurs ruptures, plusieurs reprises. Il faut travailler ça en thérapie, voir pourquoi vous n'arrivez pas à vous défaire de ce lien, alors que finalement, cette relation vous dévore et ne vous rend pas heureux. C'est une personne qui a eu tellement de malheur dans sa vie, quoi. Oui, enfin, c'est pas une raison pour rendre les autres malheureux. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, quand je l'écoute parler, c'est parce que moi, j'ai des parents, tout ça, que j'ai jamais été malheureux, alors que c'est pas parce qu'on est entouré qu'on peut pas se sentir seul, je pense. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être entouré d'amis et se sentir seul. On peut être entouré par des gens de sa famille, et c'est pas pour ça qu'ils nous comprennent ou quoi que ce soit. On peut se sentir seul aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je l'ai ressenti depuis très longtemps. C'est peut-être pour ça que j'ai cassé la première fois avec mon ex-femme, quoi. Et je me sentais seul. Je pensais qu'on faisait la route ensemble, mais pas du tout. C'était parallèle, mais pas ensemble, quoi. Alors, il y a Sophie de Douai qui dit, vous pouvez aussi lui dire franchement, lui expliquer que vos activités vous manquent, après tout. Ah, mais elle le sait. Elle le sait, mais elle ne le comprend pas, je dirais. Oui, mais après tout, Fabrice, vous êtes un grand garçon. Vous pourriez lui dire, moi, la fusion, voilà, je veux sortir de cette relation fusionnelle, pas forcément sortir de la relation, mais j'ai besoin aussi pour m'épanouir de rencontrer d'autres personnes, d'avoir des activités associatives. Non, parce que voilà, le problème, il est aussi que elle, la vie de couple, c'est l'un avec l'autre et pas l'un sans l'autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Soit dans les... Oui, mais vous aussi, vous êtes rentré dans ce système de dépendance puisque vous n'arrivez pas à sortir de ce lien. C'est-à-dire que c'est peut-être sa vision, et c'est certainement sa vision de couple à elle d'être dans la fusion, mais vous aussi, vous êtes maintenant pris. C'est-à-dire que vous êtes pris à votre propre piège. C'est-à-dire aussi, je pense que, bon, voilà, c'est, comment dire, je sais pas si je peux m'exprimer ainsi, c'est elle elle me voyait au travail, quoi. Et au travail, je suis une personne réservée. En dehors du travail, dans mes loisirs, je suis quelqu'un de pas, comment dire, extraverti, mais pas loin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis toujours là pour mettre une bonne blague, pour faire rire le monde ou tout ça. Et elle est tombée un peu de haut quand elle a vu comment j'étais en dehors du travail, quoi. Et elle m'aimait pour ce qu'elle croyait que j'étais. Alors que quand on aime quelqu'un, on le prend tel qu'il est, avec ses défauts, ses qualités. Après, on fait des concessions. C'est après qu'on fait des concessions. Mais tous les deux, vous avez été dans l'illusion. Vous aussi, vous la voyez autre que ce qu'elle est. Je pense que c'est ça. Maintenant, c'était une belle histoire, mais je pense... Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire. C'est que, bon, maintenant, ça a été une belle histoire au départ, et puis, cette relation ne vous convient pas. Alors, il y a Christophe qui réitère son SMS, qui dit pas de break et puis c'est tout. Je pense qu'il veut dire c'est la rupture. Il y a Brigitte qui dit proposer un break peut vous permettre de prendre de la distance progressivement, même si c'est un peu hypocrite. Si ça peut vous aider, vous, à prendre de la distance. Et puis Nico du 88 dit, vous avez raison de vouloir vous concentrer sur vos centres d'intérêt. C'est la meilleure façon de prendre du recul sur votre relation. Oui, ça va vous aider. Et le pire, c'est que c'est elle qui m'a conseillé de voir une psy. Parce que j'allais vraiment pas très bien il y a à peu près un an de ça. J'ai mis un peu de temps avant de franchir le pas. Ça, c'est une bonne décision. C'est le meilleur conseil qu'elle vous ait donné, mais bon. Ouais, et elle m'a dit, je prends un risque, c'est que tu t'aperçois que tu ne m'aimes plus. Et j'ai l'impression que c'est ce qui arrive, quoi. Enfin, oui, elle a pris un risque, ça c'est certain. Que je m'aperçois qu'on est trop différents pour pouvoir vivre ensemble. Trop de différences, en plus on a de caractère très fort. Alors, vous dire. Et pourquoi elle vous a conseillé? Parce que vous n'alliez pas bien. Elle trouvait que vous n'alliez pas bien. À l'époque, elle voyait que j'allais pas bien, et puis elle m'a dit, va voir une psy, j'en connais une bonne, j'y suis allé, j'ai mis 6 mois à me décider, quoi. Et puis, c'est vrai que ça me fait du bien d'en parler avec cette ça donne de l'espoir pour Madeleine, elle en a parlé depuis 4 mois à son amie, ça prend un peu de temps parfois, avant de se décider. Moi je dirais qu'il faut qu'il y aille, son amie certes, mais peut-être qu'elle aussi. C'est pas une tare d'aller voir une psy. Bien sûr que non. On est pas malade. C'est même un signe de maturité souvent quand justement. Surtout pour un homme, les hommes ont plus de mal souvent à aller parler de leur intimité, de leurs difficultés. Je vous dis franchement, ça fait 6 mois et j'ai encore un peu de mal à lui parler de mon intimité, de vraiment ce que.
Mais il faut pas avoir peur de pleurer, quoi. C'est ça. Faut se livrer. Et je l'avoue, j'ai un peu de mal maintenant. Peut-être qu'avec le temps aidant, je vais peut-être y arriver parce que ça se fait pas. Oui, certainement. Certainement. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, comme vous dites, vous avez aussi tellement créé enfin, ça a été tellement compliqué. Finalement, vous pouvez vous dire aussi, il y a eu tellement de dégâts dans votre vie. Privée entre votre épouse, vos enfants, c'est difficile de faire ce constat au fond d'échec, de dire je suis partie comme ça pour arriver à ça. Donc c'est compliqué de dire toutes les conséquences, de réaliser toutes les conséquences que ça a eu pour finalement quelque chose qui ne marche pas bien. C'est-à-dire que donc on peut vouloir persister. Mon centre d'intérêt dans mes loisirs, c'était une des seules choses que je réussissais vraiment bien, alors que je ratais pas mal de choses dans ma vie, quoi. Mais finalement, au fond... Et là, je m'aperçois que j'ai encore raté quelque chose. Peut-être pas, c'est-à-dire que vous réalisez aussi, Fabrice, que de toute façon, vous semblez dire que quand même, dans votre relation précédente avec votre épouse, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien, dans lequel vous n'étiez pas bien, et heureusement... Ça se passait très bien avec mes enfants et mon épouse, je dirais, sauf notre intimité, peut-être qu'il y avait pris un train-train, comment dire, vous voyez ce que je veux dire, au bout de 20 ans, une vingtaine d'années. Oui, mais ça... Il y a un petit train-train qui forcément. On n'essaie plus de surprendre l'autre et tout ça. Mais oui, Fabrice, mais... c'était ce qui m'a fait un peu inévitable. Aussi, quoi. L'autre m'a proposé Monts et Merveilles. Oui. C'était le miroir aux alouettes, quoi. Oui. Je me suis mis le nez dans le miroir. J'espère pas l'avoir cassé, c'est 7 ans de malheur. Oh, ce sont des superstitions. Non, mais... oui, bien sûr. Non, mais au contraire, je crois que vous prenez conscience de beaucoup de choses. Bon, alors évidemment, vous vous dites, il aurait mieux valu. Le plus dur, c'est de le faire accepter à l'autre. À qui ? À la personne que je dois me séparer. Ah, mais écoutez, je ne sais pas s'il faut le faire accepter. L'important, c'est que vous en preniez conscience. Elle a son propre chemin à faire. Vous ne pouvez pas lui faire accepter. On ne fait jamais accepter à quelqu'un, puisque quand vous êtes parti, votre épouse, elle n'a pas eu à accepter, elle a subi votre départ. Bien sûr. Vos enfants aussi. Donc pourquoi voulez-vous à tout prix convaincre cette femme, lui faire accepter ? Non, vous avancez. J'espère avancer. Donc après tout, comme elle a su à un moment vous dire que vous n'alliez pas bien et que c'était important peut-être d'aller en parler à un thérapeute, eh bien elle peut faire ça aussi pour elle et se rendre compte que elle aussi, elle s'est illusionnée et qu'elle a peut-être cru rencontrer quelqu'un qui en vous, qui lui correspondait, et peut-être que malgré l'amour que vous portez, vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble. Ça peut arriver, ça aussi. Là, plus ça va, plus je m'aperçois que non, je suis pas fait pour ça. Enfin, c'est pas que je me dis, je suis pas fait pour ça. Quand on aime, on est capable de tout pour quelqu'un. Non. Après les grands. Capable de tout, oui, mais enfin, si c'est pour finalement ne se sentir complètement aliéné dans une relation, ça ne va pas non plus. J'avais l'impression d'être. J'ai toujours cette impression d'être abusé. D'avoir abusé d'un côté et d'avoir été abusé de l'autre, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. D'avoir abusé abuser de mon ex-femme et d'avoir été abusé par cette nouvelle personne. Sans qu'elle le veuille, ça peut être inconsciemment, je sais pas, mais moi c'est l'impression que j'ai, quoi. Et je m'en veux énormément. C'est pour ça, parce que là, vous êtes dans la prise de conscience, vous vous en voulez beaucoup, vous êtes dans la culpabilité, et pour le moment, cette culpabilité est difficile. Elle est, je crois, un moment nécessaire, parce que c'est aussi pris dans cet amour, dans cette flamboyance. Au fond, quand on est comme ça dans l'amour, dans la flamboyance, on est souvent très égoïste. On ne pense qu'à soi et on se rend compte des conséquences. Mais après tout, on est pris dans cette pulsion de vie, on se sent très vivant et on est prêt à tout pour vivre. Là, pour le moment, vous êtes en train de prendre conscience de toutes les conséquences que ça a eu. Il y a ce sentiment de culpabilité. Il faut le traverser. Et je crois qu'après, à un moment, viendra le moment de la prise de décision.
Bon, je crois que vous avancez bien dans votre thérapie. Ouais, mais enfin, bon, dans un sens, on a essayé de me culpabiliser. Alors déjà, de mais côté, ça, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mon ex-femme, elle avait des raisons. Bien sûr, non, mais je les comprends totalement. Elle avait des raisons. Je les comprends totalement. Et comme il y a eu pas mal de clash avec la nouvelle personne, me culpabiliser elle de son mal-être et tout ça, comme quoi, patati, patata. Et ça vous fait encore pas mal de travail. Je me disais, je vais où, quoi? Et je me le dis tout le temps, quoi. Ça, vous seul pouvez le savoir, hein. Oui, tout à fait, bien sûr. Où vous allez déjà reprendre vos activités qui vous font du bien. Donc ça, qu'attendez-vous pour le faire? Un peu et savoir un peu où est votre désir à vous. Ça vous laisse encore du travail. Voilà. Ouais, je pensais que une histoire d'amour, c'était pour l'épanouissement mutuel l'un et l'autre. Mais il n'y a pas que l'histoire d'amour, il y a tout ce qui va autour. Bien sûr. Voilà. Et il faut que les deux puissent être assez au clair avec eux-mêmes pour que l'histoire d'amour puisse être épanouie. Bon courage. Bon courage, Fabrice. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute.